5 questions A. Denis Bochart. La diplomatie française au Moyen-Orient. La France a traditionnellement revendiqué une politique arabe distinctive, initiée par le général de Gaulle. Dans le contexte des multiples crises actuelles, cette politique a-t-elle conservé sa pertinence et son efficacité? La France a pratiqué une politique à l'égard du monde arabe depuis très très longtemps. Ne serait-ce que pour une simple raison, c'est sa proximité méditerranéenne, les liens très anciens avec les pays du Levant. Cette politique a été perturbée par le processus de décolonisation et avec effectivement les situations conflictuelles que la France a rencontrées à la fois au Maroc, en Tunisie, mais surtout en Algérie. Et donc, c'est finalement seulement après la fin de la guerre d'Algérie que le général de Gaulle, alors président de la République, a décidé de reprendre une politique active à l'égard de l'ensemble des pays du monde arabe. Il envisageait même de rencontrer le colonel Nasser et il a très vite, je dirais, pris un certain nombre d'initiatives, reprise des contacts avec l'Arabie saoudite, reprise des contacts naturellement avec la Syrie. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, à cause de la guerre d'Algérie, il y avait une rupture des relations diplomatiques avec tous les pays arabes, sauf le Liban. Donc il y a une reprise de notre politique à l'égard aussi bien de l'Afrique du Nord, les pays étant devenus indépendants, que des pays du Moyen-Orient. Ceci s'est accéléré dans les années 70 et au fur et à mesure que les différents Émirats devenaient indépendants, des relations diplomatiques ont été mises en place, des ambassades ont été mises en place dans tous les pays. Et s'est développée une relation extrêmement active, en particulier à partir de 1976, à partir du choc pétrolier. Et depuis lors, il y a une grande continuité dans la politique de la France à l'égard du monde arabe, tout au moins jusqu'à Jacques Chirac inclus. Qu'il s'agisse du président Giscard d'Estaing, du président Mitterrand et du président Chirac. Le monde arabe est apparu comme une zone prioritaire où nous avions des intérêts à la fois culturels, économiques, stratégiques. Et donc, il fallait être présent avec le souci de ne pas interférer dans les affaires intérieures de ces pays, de respecter leur souveraineté. Et finalement, la France était relativement bien accueillie parce que, contrairement à d'autres, et notamment les États-Unis, il n'y avait pas d'arrière-pensée, je dirais, d'ingérence ou de régime change dans ces différents pays. À partir de 2007 et l'arrivée au pouvoir du président Sarkozy, il y a eu une inflexion, peut-être même une certaine rupture. Le président Sarkozy, rencontrant les ambassadeurs arabes, leur avait dit: Je suis un ami d'Israël, ce qui était effectivement une autre matière un peu curieuse, s'agissant de définir un peu notre politique vis-à-vis de cette région. Sur un certain nombre de sujets, notamment sur la question palestinienne, on a repris le même langage sans s'engager autant. Et puis, je dirais, l'évolution du contexte au Moyen-Orient a rendu notre politique plus difficile à mener avec un Iran qui voulait se doter d'un arsenal nucléaire, avec effectivement l'invasion par Saddam Hussein du Koweït qui a ouvert une période, je dirais, de bouleversement, avec effectivement l'intervention américaine en Irak à partir de 2003. Aujourd'hui, je pense que le président Macron veut rester dans cette ligne, dans une certaine continuité de la politique
de la France à l'égard de cette région du monde. Il est peut-être handicapé par le contexte général et en particulier par une politique américaine quelque peu erratique. Il est peut-être aussi handicapé par certains éléments de notre politique intérieure, notamment sur la loi sur le séparatisme, qui a provoqué une dégradation de notre image dans le monde arabo-musulman, qui est très sensible notamment au Moyen-Orient. Le conflit israélo-palestinien reste un point de tension central. Quel rôle spécifique la France peut-elle, et doit-elle, jouer pour faire avancer une solution politique, notamment depuis l'annonce du plan Trump pour Gaza? Je pense que la France a joué sur la question palestinienne un rôle pilote, à la fois, je dirais, au niveau national, mais surtout en essayant de faire partager nos vues par les pays européens. Et beaucoup d'initiatives ont débouché sur des déclarations européennes, notamment la déclaration de Venise, qui rappelle la nécessité d'une paix juste et le principe d'autodétermination du peuple palestinien. Et pareil également la déclaration de Berlin en 1999 de l'Europe, de l'Union européenne, qui demande la création d'un État palestinien. Euh, les étapes, là aussi, il y a une certaine continuité dans la politique menée par la France à la suite de la guerre des 6 jours. Le président de Gaulle, je dirais, s'exprime en des thèmes assez durs à l'égard d'Israël, qualifié de peuple sûr de lui et dominateur. Et effectivement, la France a été à l'initiative de la résolution 242 des Nations Unies, qui a bien souligné la nécessité que Israël se retire de tous les territoires occupés et qui a souligné également la nécessité le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Et depuis lors, je dirais, les choses se sont orientées selon ces deux directions, notamment sous la présidence du président Pompidou, dont le ministre des Affaires étrangères, Michel Joper, a commencé à prendre contact avec l'OLP, qualifié à l'époque de mouvement terroriste par Israël. Euh, Cette politique a été suivie par le président Giscard d'Estaing, qui a accepté la création d'un bureau de liaison et d'information de l'OLP à Paris et qui a été à l'initiative de la déclaration de Venise. Le président Mitterrand a fait un pas de plus lors de son discours à la Knesset en 1982, évoquant la nécessité d'un État palestinien et a accueilli le président Arafat à Paris. C'est là où le président Arafat a évoqué la charte de l'OLP en disant qu'elle était caduque s'agissant, je dirais, des disparitions d'Israël. Mais c'est le président Chirac est allé dans cette continuité et je dirais a établi d'ailleurs des liens très personnels avec Yasser Arafat. Et dans le cadre de son discours de 1996 sur la politique arabe de la France, il a souligné la nécessité de la reconnaissance d'un État palestinien. Avec les présidents Sarkozy, Hollande et Macron, je dirais le discours a continué, mais sans véritable action efficace. Le président Macron lui-même, d'ailleurs, au début de son mandat, ne cachait pas sa sympathie pour Israël. Dans son discours à la conférence des ambassadeurs de 2023, il n'avait même pas évoqué la question palestinienne. À partir du 7 octobre, effectivement, la question palestinienne revient au centre de l'actualité du Moyen-Orient
Et le président Macron, après avoir, je dirais, affiché un soutien sans faille à Israël, a évolué progressivement jusqu'en octobre 2024, où il a déclaré qu'on ne défend pas la civilisation en semant la barbarie, visant naturellement Israël et la brutalité de sa guerre, à Gaza. Ceci marque effectivement un retour à la politique habituelle que nous pratiquions, qui s'est débouché en septembre 2025 sur la reconnaissance, l'appel à la reconnaissance de l'État palestinien dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. Et, mm, certes, la France n'était qu'un partenaire parmi d'autres, et naturellement, les États-Unis ont joué et continuent de jouer un rôle très important. Et je pense que la France a contribué à exercer des pressions pour faire évoluer la question palestinienne dans un sens, dans le sens de la justice et de l'autodétermination. Aujourd'hui, la situation semble bloquée. Un projet de résolution devant le Conseil de sécurité vient d'être déposé par les États-Unis, qui prévoit à Gaza un conseil de transition, qui prévoit la nécessité de réformes pour l'autorité palestinienne, mais qui reste encore muet sur la perspective d'un État palestinien. On peut espérer que la France, par une pression continue, continuera, je dirais, à plaider pour cette solution qui est la seule juste et qui permettra tout à la fois de répondre aux droits des Palestiniens et d'assurer la sécurité d'Israël. L'influence croissante de l'Iran et de la Turquie redessine la carte géopolitique du Moyen-Orient. Comment la France, et plus largement l'Europe, peuvent-elles équilibrer ces influences, et quelles sont les lignes rouges que la diplomatie française ne saurait franchir dans ses relations bilatérales avec ces deux puissances régionales? Effectivement, la Turquie et l'Iran sont deux puissances régionales à la fois en raison de leur poids démographique, en raison de l'importance de leur armée. S'agissant de l'Iran, il s'agit d'ailleurs plus des gardiens de la révolution, qui est une véritable armée, que de l'armée régulière. En raison également, je dirais, leur prétention à jouer un rôle régional au Moyen-Orient, mais même au-delà du Moyen-Orient. S'agissant de la Turquie a eu pendant longtemps une politique étrangère essentiellement tournée vers l'Europe, avec l'espoir de rentrer dans la communauté économique européenne, puis dans l'Union européenne. Ces espoirs ont été effectivement douchés, et les perspectives d'une entrée de la Turquie en Europe est maintenant très, très lointaine, sinon compromise. Et donc, surtout avec l'arrivée au pouvoir du président Erdogan, la Turquie s'est davantage orientée à la fois vers l'Asie centrale, où il y a des populations turcophones importantes, et d'autre part sur le Moyen-Orient. Il ne faut pas oublier effectivement que le Moyen-Orient d'aujourd'hui faisait partie de l'Empire ottoman pendant plusieurs siècles, hein. Les objectifs de la politique turque au Moyen-Orient, je dirais, sont multiples. Il y a à la fois, je dirais, il y a une dimension économique, parce que la Turquie est un pays l'économie diversifiée et importante. C'est un pays exportateur. Il y a effectivement une dimension sécuritaire. La Turquie, et je dirais, depuis des décennies, reste obsédée par la question kurde, qui est effectivement un élément essentiel, je dirais, pour sa sécurité. Et il ne faut pas oublier que sur les 30 millions de Kurdes qui sont basés au Moyen-Orient, la moitié seulement sont en Turquie, mais l'autre partie se trouve en Irak, en Syrie, et donc la Turquie forcément a un intérêt pour ces deux pays.
La Turquie également, compte tenu de la sensibilité religieuse de ses dirigeants, a une affinité particulière avec les frères musulmans. Et lors des printemps arabes, dont beaucoup étaient animés par des frères musulmans, la Turquie a profité de cette occasion pour essayer d'étendre son influence, notamment en direction de l'Égypte. Il en ressort que, effectivement, au Moyen-Orient, on peut dire que la Turquie a une politique néo-ottomane, essaye de reprendre une influence qu'elle avait peut-être perdue au cours des précédentes décennies dans tous ces pays, et avec manifestement plusieurs objectifs. Euh, Avoir une politique d'influence en direction de l'Égypte, dans le Golfe, avoir une politique d'influence en direction des Émirats et notamment du Qatar qui partage une partie de ses affinités. Et puis également un rôle important en Syrie, comme l'a montré, je dirais, l'appui donné à Ahmed El-Shara par l'armée turque qui a directement ou à travers les mercenaires rassemblés dans l'armée syrienne libre, a soutenu effectivement le gouvernement al-Shara, notamment en les protégeant des Kurdes. Donc, s'ajoute à cela effectivement un intérêt de plus en plus marqué sur la question palestinienne, compte tenu de la guerre menée à Gaza depuis le 7 octobre 2023, avec une implication beaucoup plus forte, notamment politique, comme en témoigne la récente réunion des ministres des Affaires étrangères arabes qui vient de se tenir à Istanbul. La France, pour sa part, je dirais, après une période de relations un peu difficiles avec la Turquie, renoue avec ce pays qui joue un rôle qui dépasse naturellement le Moyen-Orient et qui est impliqué, et qui s'est impliqué également comme médiateur sur la question ukrainienne. Et donc, tout en ayant une certaine méfiance, notamment sur les agissements du gouvernement turc en France, à travers la communauté turque qui existe, notamment dans l'est de la France, peut avoir un rôle un peu perturbateur. Et en tout cas, c'est une communauté qui est très quadrillée par l'AKP, le parti du président Erdogan. S'agissant de l'Iran, c'est une situation assez différente. L'Iran est aussi une puissance régionale qui, déjà du temps du Shah, jouait un rôle important au Moyen-Orient. Et à cet égard, je dirais, la République islamique est dans une certaine continuité vis-à-vis de la politique extérieure menée par le Shah, et notamment je dirais, entend souligner le caractère persique du Golfe et entend, je dirais, étendre son influence dans l'ensemble du Golfe Persique. La République islamique y a ajouté naturellement une dimension religieuse et revendique, je dirais, un leadership dans le monde musulman, concurrent de l'Arabie saoudite. Mais il y a également une dimension politique avec une affirmation d'une hostilité dès le départ et encore réaffirmée il y a quelques jours par le guide suprême, une hostilité à la fois contre le grand Satan et contre le petit Satan, c'est-à-dire contre les États-Unis et contre Israël. L'Iran dispose a aussi les moyens de sa politique, avec effectivement une industrie, une économie importante, diversifiée, qui souffre naturellement en raison des sanctions internationales qui pèsent sur l'Iran depuis maintenant plus de 40 ans. L'Iran a également des ambitions nucléaires,
qu'il prétend civil, mais qui a naturellement un doute sur ce caractère purement civil. L'Iran entend jouer également comme grand protecteur des communautés chiites qui peuvent exister dans le monde arabe, que ces communautés soient minoritaires et discriminées ou qu'elles soient majoritaires mais qui n'ont pas encore l'influence qu'elles auraient méritée. Et donc, effectivement, l'Iran a tout de suite, je dirais, soutenu l'arrivée au pouvoir des chiites en Irak, alors que l'Iran n'était en aucun cas responsable de cette prise de pouvoir de la communauté chiite. Et ce sont les États-Unis, effectivement, qui ont mis en place, au nom de la démocratie, cette communauté chiite. Donc, à cette protection des minorités ou majorités chiites, s'est ajouté également la volonté, à la fois pour assurer sa sécurité, mais pour effectivement lutter contre l'influence américaine et Israël, la mise en place de milices comme le Hezbollah au Liban, qui a été armé, financé par l'Iran, tout en ayant effectivement une certaine autonomie dans son comportement. Et effectivement, ces milices représentaient pour Israël une véritable menace pour sa sécurité. Il est clair que dans le contexte actuel, l'Iran a été quelque peu affaibli indirectement par effectivement la lutte efficace d'Israël sur l'Hezbollah, dont tout l'état-major a été décimé, affaibli aussi par des attaques directes d'Israël sur ses sites nucléaires, l'Iran n'ayant pas les capacités militaires défensives pour répondre à Israël. Mais je crois qu'il ne faut pas se leurrer. L'Iran conserve son statut de puissance régionale. Elle renoue avec le pouvoir syrien. Il est très présent en Irak et il conserve une capacité de nuisance à travers ses proxys. Le Hezbollah qui reste en place, les Houthis qui sont plus loin. Et surtout, l'Iran bénéficie des craintes qu'a suscité, je dirais, le bellicisme et les attaques d'Israël sur ses voisins, et avec la volonté, et s'appuie finalement et bénéficie de la volonté de l'Arabie saoudite de conduire une politique d'apaisement sur l'ensemble du Moyen-Orient qui passe par une normalisation des relations entre l'Iran et ses voisins du Golfe. Donc l'Iran reste un acteur important euh, et une puissance régionale au Moyen-Orient. L'Irak, la Syrie, le Yémen, le Liban et la Libye sont des États en situation de crise structurelle ou de reconstruction post-conflit. Quel est le rôle prioritaire de la France dans ces pays? La sécurité et la lutte antiterroriste ou l'aide à la reconstruction institutionnelle et économique? La France a-t-elle les moyens et la stratégie nécessaires pour éviter un effondrement total ou une mainmise étrangère durable dans ces zones? Au Moyen-Orient existe au moins trois, si ce n'est cinq États que l'on peut qualifier de sinistrés. Qu'est-ce que c'est qu'un État sinistré? C'est la Banque mondiale a défini selon un certain nombre de critères. Se caractérise d'abord par un effondrement de l'État. L'État central n'arrive plus à contrôler le territoire. Il y a des pouvoirs rivaux qui contestent son autorité. Ça peut être un effondrement économique également, une paralysie économique. Ça peut être des raisons sécuritaires, c'est-à-dire que l'État est incapable d'assurer la sécurité sur l'ensemble
du territoire où des groupes terroristes contestent son autorité et mettent en danger la vie des citoyens. Ça peut être également des éléments internationaux avec une ingérence de pays extérieurs, de puissances extérieures, sur l'État lui-même, paralysant le pouvoir central. Il me semble qu'actuellement, 5 pays au Moyen-Orient correspondent à ces critères avec des nuances et des caractéristiques propres. L'Irak reste encore un État sinistré. Effectivement, le pouvoir à Bagdad ne contrôle pas l'ensemble du pays, avec une sorte d'État autonome, le Kurdistan irakien, et même a du mal à contrôler le pays sunnite. Euh, Simplement, l'Irak dispose d'atouts que n'ont pas d'autres pays. Ce sont ses ressources financières considérables grâce à sa production de pétrole qui s'élève maintenant à 3,5 millions de barils de jour, ce qui lui donne effectivement des ressources financières qui lui permettent de reconstruire cet État qui a été dévasté pendant plusieurs décennies par les guerres. Il n'en est pas de même de la Syrie, car après l'écroulement du régime de Bachar el-Assad, le pouvoir, le nouveau pouvoir d'Ahmed el-Shara, en fait, ne contrôle véritablement que l'axe Damas à l'Épidlib et un peu la zone côtière du côté de Latakia. Il reste de vastes zones où son autorité ne s'exerce pas. Les pays alaouites, les Kurdes, qui manifestement sont en forte opposition à l'égard du pouvoir à Damas, et puis les Druzes, avec lesquels effectivement des confrontations a commencé. Le problème le plus difficile à résoudre pour Ahmed el-Shara, c'est effectivement l'intégration des forces démocratiques syriennes qui relèvent des Kurdes dans l'armée régulière syrienne. Actuellement, on est encore au stade de confrontation armée, aussi bien à Alep, entre le quartier kurde et les autres quartiers, l'armée syrienne, et d'autre part, effectivement, dans le nord-est du pays. Ahmed El-Shara doit également composer avec une ingérence étrangère marquée, en particulier les Turcs qui occupent une grande partie du territoire, qui à la fois soutient son pouvoir, mais c'est un soutien qui n'est pas désintéressé. Il doit faire face également à à des attaques venant d'Israël, qui est marquée notamment pour une extension du territoire contrôlé par Israël au pied du mont Hermon, dans le sud de la Syrie. Donc, il reste beaucoup de problèmes à résoudre. Ceci demandera du temps. Il bénéficie d'une certaine bienveillance de la part des pays occidentaux, y compris de la France, qui a réouvert son ambassade et nommé un chargé d'affaires, qui a d'ailleurs plutôt des bonnes relations avec le nouveau pouvoir en place. Et la perspective du prochain voyage d'Ahmed El-Shara aux États-Unis, où il rencontrera le président Trump, peut laisser penser qu'enfin les sanctions américaines à l'égard de la Syrie pourront être levées. Donc il y a une évolution dans le bon sens, mais les défis qu'a affronté le nouveau pouvoir, à commencer par le défi de la reconstruction, qui est un défi immense. La Banque mondiale considère que le coût de la construction sera sans doute supérieur à 200 milliards de dollars. Tout ceci fait que la Syrie aura sans doute beaucoup de difficultés à retrouver une situation apaisée et normale dans les années qui viennent. Euh,
Il y a d'autres, effectivement, d'autres pays sinistrés, à commencer par le Liban, un sinistre économique qui est d'ailleurs antérieur au 7 octobre 2023, un sinistre sécuritaire avec effectivement des attaques venant d'Israël qui visaient le Hezbollah, mais pas que lui, avec une occupation du sud Liban qu'Israël veut ériger en zone tampon, d'où serait exclue toute force du Hezbollah. Le Liban s'est engagé dans la voie d'une certaine normalisation politique grâce à l'affaiblissement du Hezbollah, et ce qui a permis effectivement l'élection enfin d'un président et la nomination d'un Premier ministre qui s'attache à réformer et reconstruire économiquement le pays. Enfin, il y a encore deux autres pays qui sont sinistrés, c'est le Yémen, avec une guerre civile qui se poursuit, une situation humanitaire catastrophique, avec l'affrontement entre un gouvernement légal qui s'est replié sur l'Arabie saoudite, le gouvernement des Houthis, donc est une des tribus, une des grandes tribus du nord du Yémen, zaïdite, c'est-à-dire un mouvement chiite assez différent de celui de l'Iran, mais qui lui permet de bénéficier du soutien de l'Iran. Et puis le Conseil de transition du Sud qui contrôle la région d'Aden, plus des ingérences étrangères et de l'Arabie saoudite, et de l'autre côté des Émirats. Donc, c'est une situation qui est encore extrêmement confuse et qui n'est pas près de déboucher sur, je dirais, une situation apaisée et normale. Enfin, la Libye est pratiquement scindée en trois parties. La Cyrénaïque, la partie la tripolitaine et puis le Fezzan. Et on peut même dire que chaque ville importante libyenne est une enclave autonome et avec au sommet deux gouvernements qui ne se parlent pas. Donc là aussi, c'est une situation de sinistre qui est préoccupante en particulier pour l'Europe, parce qu'effectivement, c'est en particulier par la Libye que passent les masses de migrants qui se dirigent vers l'Europe. Donc l'attitude de la France, c'est d'essayer, je dirais, d'aider tous ces pays à surmonter leurs sinistres. Mais c'est une tâche effectivement qui va demander du temps. La priorité de la France étant orientée essentiellement vers le Liban et vers la Syrie. Les relations avec les pays du Golfe, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, sont cruciales, notamment sur les plans économiques et énergétiques. Dans quelle mesure la nécessité de garantir l'approvisionnement et les contrats d'armement dicte-t-elle la position diplomatique française sur des questions comme les droits humains ou les conflits régionaux? Y a-t-il une dissociation entre les intérêts stratégiques et les valeurs que la France promeut? Euh, la France est effectivement très présente dans le Golfe, que nous nous gardons de qualifier de Persique. On parle de Golfe tout court. Tout au moins, certains d'entre eux qui jouent un rôle important, non seulement économique, financier, mais même politique. En effet, le Golfe est une région stratégique à bien des points de vue. Sur le plan énergétique, c'est effectivement la source d'un approvisionnement, en particulier de l'Europe, très important pour assurer la vie de notre économie. Mais tout autant que les flux pétroliers, ce qui est important, c'est le rôle joué par les pays du Golfe dans la régulation du marché des hydrocarbures à travers le monde, et qui est dans le cadre notamment de l'OPEC. Donc, ce sont des acteurs très importants à travers leur pouvoir énergétique, leurs ressources énergétiques
et joue un rôle très important sur l'énergie dans l'ensemble du monde. Mais c'est également des pays qui ont des ressources financières considérables, dont certains sont placés dans des fonds souverains tr- parfois très importants. L'ensemble des fonds d'Abu Dhabi représente plus d'1 milliard de dollars. Ces pays sont en plus de ça des paradis fiscaux, donc ils jouent un rôle de puissance financière qui dépasse naturellement là aussi le Golfe, mais un rôle également de puissance économique à travers leurs fonds souverains. Plusieurs pays du Golfe ont pris des participations importantes dans les grandes sociétés américaines, européennes, et y compris des sociétés françaises. Et puis, effectivement, il y a au moins un pays qui joue un rôle très important sur le plan religieux, c'est l'Arabie saoudite, qui entend, à travers le pèlerinage à la Mecque, à travers son rayonnement religieux, à travers l'université de Médine, joue une influence qui dépasse les pays arabes et qui s'étend à l'ensemble des pays musulmans. Mais je crois qu'aussi qu'il ne faut pas sous-estimer, je dirais, le rôle politique des pays du Golfe, de plus en plus marquant, et d'autant plus marquant que les autres capitales importantes du monde arabe sont en déclin, qu'il s'agisse du Caire, de Bagdad ou de Damas, qui n'ont plus l'importance qu'à travers ces capitales, ces pays pouvaient avoir sur la politique étrangère. Et notamment avec le nouveau souverain, et en particulier le prince héritier Mohamed Ben Salman, l'Arabie saoudite joue maintenant un rôle très actif qui va plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire qui va dans le sens d'un apaisement et d'une normalisation dans un Moyen-Orient qui est effectivement chaotique. Donc, je pense que pour la France, c'est un allié, je dirais, un allié naturel. La politique de la France dans cette région, je dirais, est assez ancienne et en particulier avec l'Arabie saoudite. 1979, une relation de confiance avait été établie à l'Arabie saoudite à la suite de l'attentat terroriste de la Mecque qui avait été réglé grâce à l'envoi du GIGN français. Et depuis lors, la France a développé ses relations économiques avec l'Arabie saoudite, notamment dans le domaine pétrolier, mais surtout dans le domaine de l'armement, même s'il y a une concurrence américaine très importante, et plus récemment dans le domaine de la culture, avec la mise en valeur du site d'Aloula, et qui est piloté par une société dirigée par un Français. Euh, mais s'agissant des différents Émirats, la France a, je dirais, deux points d'ancrage principaux, le Qatar et Abu Dhabi. Abu Dhabi, qui pilote les Émirats arabes unis. Présence militaire avec une base à Abu Dhabi, coopération militaire importante également, avec des ventes de matériel d'armement, de formation des cadres, euh, présence d'une communauté française importante aux Émirats, notamment à Dubaï, et pour les deux pays, une alliance à caractère militaire qui euh, prévoit qu'en cas de menace grave contre la sécurité des Émirats, la France pourrait intervenir militairement. Donc, la, la- la France est très présente et dans les domaines essentiels qui sont, qui sont effectivement
les équipements militaires, la coopération militaire, et d'autre part le domaine pétrolier, en particulier à Abu Dhabi. Alors effectivement, ceci peut conduire à des interrogations sur la façon dont la France, je dirais, concilie ses préoccupations avec le respect des droits de l'homme. Ceci étant, c'est un problème qui dépasse les pays du Golfe. C'est un problème qui se pose naturellement aussi en Égypte, en Iran, et dans le passé en Syrie, et dans bien d'autres pays à travers le monde, à commencer par la Chine. La France est restée toujours assez prudente dans ce domaine et n'a jamais voulu, je dirais, promouvoir la démocratie comme les États-Unis ont essayé de la promouvoir avec le succès que l'on sait. Euh, Par réalisme, d'abord parce qu'effectivement, la marge de manœuvre que l'on peut avoir sur l'ambiance démocratique d'un pays est très réduite. Par crainte aussi de se faire accuser de néocolonialisme et d'ingérence, des pays en question pouvant faire observer que, certes, la liberté d'expression n'est peut-être pas celle qui serait souhaitable, mais qu'ils ont des valeurs différentes, des valeurs religieuses, des valeurs plus collectives sur la cohésion, des valeurs tribales, ethniques, familiales qui sont effectivement différentes de celles qui existent dans les pays européens. Et donc la France a agi plutôt par réalisme et pragmatiste en intervenant de façon ponctuelle sur tel ou tel dans tel et tel pays, en particulier lorsque des Français sont mis en cause ou lorsque des binationaux sont mis en cause, comme comme par exemple à l'Iran. C'est une politique qui a été suivie par-delà, je dirais, les gouvernements depuis de nombreuses décennies. En tout cas, la France n'a jamais voulu s'engager dans la voie des États-Unis qui clairement, on conduit à un certain nombre de désastres politiques, voire militaires et sécuritaires dans cette région du monde. Dans quelle mesure les débats et les décisions de la politique intérieure française, notamment sur la laïcité, l'islam de France et les questions migratoires, influent-ils sur la nature et la chaleur des relations diplomatiques avec les pays du Moyen-Orient? Je pense qu'effectivement, les liens entre politique étrangère et politique intérieure sont assez étroits en France et fonctionnent dans les deux sens. D'abord parce qu'il y a en France, effectivement, une communauté juive importante, la plus importante d'Europe, et une communauté musulmane, essentiellement arabe, mais également turque, également très, très importante, sans doute autour de 8 millions de personnes. Et donc, tout ce qui se passe au Moyen-Orient peut avoir un impact en matière de politique intérieure. Et on le voit naturellement actuellement avec ce qui se passe en particulier à Gaza, qui engendre à la fois un développement de l'antisémitisme et un malaise dans la communauté musulmane qui est inquiète. Un autre exemple, effectivement, de lien entre les deux, je l'ai évoqué rapidement auparavant, c'est un certain nombre de décisions de politique intérieure. La France, à tort ou à raison, est vue dans le monde musulman comme un pays qui exerce une certaine discrimination à l'égard de sa communauté musulmane. Et ce sentiment a été exacerbé ces derniers temps, ces dernières années, notamment par la loi sur le séparatisme, qui a été vue comme discriminatoire à l'égard des musulmans et qui a provoqué, c'est la première fois que ceci est arrivé depuis une cinquantaine d'années,
des réactions, des manifestations au cours desquelles on a brûlé le drapeau français, on a brûlé les portraits du président de la République, dénonçant effectivement cette discrimination qu'apporterait cette loi sur le séparatisme. Et donc, il y a eu effectivement, à cause de ces éléments de politique intérieure, des éléments, une certaine dégradation de notre image, qui était peut-être aussi accentuée par le fait que notre relation avec Israël et les Palestiniens avait évolué dans un sens plus favorable du côté d'Israël. Mais d'autres éléments expliquent effectivement cette interférence, la laïcité. Il est clair que l'élément laïcité a joué un rôle important dans les relations que nous avons développées dans le passé avec un certain nombre de gouvernements qui se voulaient laïques, à commencer par la Syrie de Bachar el-Assad jusqu'en 2011 et avec l'Irak de Saddam Hussein jusqu'à l'invasion du Koweït. De même, s'agissant de l'Égypte, on n'a pas caché, je dirais, notre inquiétude lorsque les frères musulmans, un président et de frères musulmans a été élu. Et donc, on a plutôt salué positivement l'arrivée du maréchal Sissi au pouvoir. Donc, cet élément laïcité était également un élément d'interconnexion entre politique intérieure et politique extérieure. Il en est de même, je dirais, des questions de terrorisme. Il est sûr que notre intervention en Irak, aux côtés de la coalition, a été motivée par la crainte que le terrorisme du Moyen-Orient ait un impact effectivement en France, ce qui a été le cas dans plusieurs occasions. Et puis, effectivement, les questions de migration ont un prolongement en matière de politique extérieure, notamment peut-être moins avec le Moyen-Orient d'où viennent peu de migrants, sauf récemment un certain nombre de Syriens. Mais c'est plutôt effectivement avec les pays du Maghreb que la dimension migration joue un rôle important dans nos relations, notamment avec l'Algérie. Voilà, donc il y a, je pense, un lien assez étroit entre préoccupations de politique intérieure et politique extérieure en France pour ces différentes raisons, et c'est peut-être assez original par rapport à d'autres pays européens qui ne sont pas placés dans la même situation.